on continue. Hier, on était sur Alexandrie. On va continuer les thèmes sur Alexandrie. On en a déjà fait 6. Je pense qu'on va les terminer aujourd'hui. Après, il nous reste la vie quotidienne et puis les pyramides. Voilà, c'est parti. Coucou Pocahontas, comment tu vas? La journée s'est bien passée? Tu vas mieux? Allez, on est parti. Alors, la première visite. Ah, bah cool. Et tu fais quoi en couture du coup? Alors, Alexandrie, ville de fête, c'est parti. Alors, les chargements vont peut-être être un tout petit peu plus longs par rapport au PC. Et encore. Bienvenue dans Alexandrie, ville des fêtes. Comme la plupart des cités grecques, Alexandrie proposait de nombreux types de divertissements. La plupart étaient liés au culte, aux pratiques religieuses et aux festivités entourant ces pratiques. Les plus importantes de ces festivités étaient les célébrations dynastiques organisées en l'honneur des rois et des reines ptolémaïques déifiées. Ces célébrations, qui pouvaient durer plusieurs jours, comprenaient des sacrifices, des offrandes, des processions et des banquets publics. D'accord. Et t'as réussi du coup? Bah écoute, ça va. J'ai normalement réglé mon problème de copine là. Je vais aller faire ce qu'il fallait. J'ai envoyé le courrier qu'il avait envoyé. On verra ce que ça donne. Des jeux et des compétitions étaient fréquemment organisés au stade, à l'hippodrome et au gymnase. Les habitants d'Alexandrie adoraient ces événements où s'affrontaient athlètes, poètes et musiciens de toute l'Égypte et du reste du monde grec. Bon, sinon, je suis fatiguée et j'ai saigné du nez aujourd'hui, alors ça marche. Comme toutes les grandes cités grecques, Alexandrie disposait d'un théâtre. Si l'architecture de cet édifice est de style romain, c'est parce que notre équipe a réutilisé un théâtre de sirènes. Les théâtres romains étaient généralement disposés en demi-cercle et bâtis sur une surface plane avec des structures permettant de se faire entendre. La forme des théâtres grecs se rapprochait de celle d'un fer à cheval et exploitait l'avantage que procurait la pente des collines naturelles en matière d'acoustique. Pas très douée en couture parce que c'est plutôt maman qui est douée là-dessus. Mais j'ai fait ces trucs-là avec elle et tu les as cousus à l'envers avant de les retourner et de finir après juste la dernière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, moi, je les avais fait retourner et puis après, j'ai retourné. Il n'y avait plus que l'entrée à faire, quoi. Qu'ils se voyaient peut-être un peu. Au théâtre, on assistait aux représentations d'œuvres d'auteurs contemporains, aussi bien comiques que tragiques. La pièce présentée ici est le Dyskolos de Ménandre, souvent appelé le Grincheux. C'est une comédie grecque qui connut un grand succès. Attends, mec, j'ai un doute. Je vais faire un truc. Est-ce que tu entends assez le jeu? Oui, mais après, c'est comme tout, hein. Il faut essayer avant de réussir.
Le son est bien, d'accord. Donc je mets pas plus fort. Bienvenue dans l'éducation à Alexandrie. L'éducation du jeune Alexandre fut très similaire à celle dispensée dans les autres régions de la Grèce antique. À l'âge de 7 ans, il fut confié à un précepteur chargé de lui dispenser des principes moraux et de lui procurer une instruction élémentaire. L'enseignement se déroulait généralement en plein air. Les élèves du gymnase pratiquaient le sport et étudiaient la rhétorique, la philosophie, la musique et la poésie. Toutes disciplines considérées comme indispensables à l'époque. Ici, on peut voir des garçons et des filles suivant un cours dispensé par un des rhéteurs de l'époque. Notre équipe a choisi d'inclure des élèves des deux sexes dans l'univers du jeu. Si cette présentation est contraire à la réalité historique, l'équipe a préféré privilégier dans le jeu une approche inclusive, rejetant le sexisme historique. Restez rapide. Bienvenue dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. La plus célèbre bibliothèque de l'Antiquité se trouvait à l'intérieur du Muséon, près du quartier des Palais Royaux. La bibliothèque d'Alexandrie a été bâtie afin d'accueillir l'ensemble des connaissances. On estime qu'à son apogée, elle a renfermé plus de 700 000 parchemins. Au fil des siècles, les incendies et la lutte menée par les chrétiens contre le paganisme eurent raison de la bibliothèque. La disparition de ce bâtiment et plus encore de sa collection représente une perte inestimable. Aucune description n'ayant survécu, notre équipe s'est inspirée des représentations de la bibliothèque de Celsus à Éphèse. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Les colonnes, c'est trop beau. Si une large part de la collection a été acquise sur des fonds publics, la bibliothèque a aussi fait appel à d'autres méthodes. Tous les volumes possédés par les voyageurs séjournant dans la ville étaient saisis pour être copiés. La copie était ensuite remise au propriétaire initial et la bibliothèque s'appropriait l'original. Bah, c'est cool si t'as fini. Et là, du coup, tu retournes pas à l'école cette semaine, c'est ça, hein? Et on est dans une bibliothèque, on n'a pas de courir. Alexandrie présentait des attraits intellectuels et culturels sans égaux. D'éminents érudits venaient d'Athènes, de Rhodes et d'autres villes grecques afin d'étudier et de s'entretenir avec d'autres penseurs. Le Muséon et la bibliothèque furent des centres de découverte intellectuelle et d'expression créative. Les grands esprits de l'Antiquité connaissaient généralement de nombreuses disciplines, souvent associées à des écoles de pensée spécifiques. Parmi les plus célèbres écoles de l'époque, on peut citer les péripatéticiens, les stoïciens et les cyniques. Alexandrie a clairement joué le rôle fondamental d'une capitale intellectuelle. La ville a abrité de nombreux grands esprits dont l'influence est encore perceptible aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, écoute, tu verras comment tu vas. C'est ça le plus important.
Hypatie d'Alexandrie fut une mathématicienne, une philosophe, une astronome et une inventrice grecque. Née en Grèce, elle s'installa ensuite à Alexandrie, comme de nombreux grands esprits de son temps. Là, elle assuma la direction de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie. Selon la plupart des textes, elle était très respectée par les Alexandrins, aussi bien en tant qu'enseignante que philosophe. Sa mort marqua la fin de l'époque des grandes découvertes scientifiques de l'Antiquité. Callimaque est né à Cyrène et a fait ses études à Athènes. Il est ensuite venu s'établir à Alexandrie pour travailler à la grande bibliothèque. Poète et critique, il fut un fervent détracteur de la poésie homérique, lui préférant un style plus bref et une formulation plus sophistiquée. Ses épigrammes et poèmes élégiaques inspirèrent nombre de futurs poètes. Son œuvre fut très appréciée et son succès fut presque aussi grand que celui d'Homère. C'est à Alexandrie que le mathématicien Euclide, le père de la géométrie, a écrit son célèbre Éléments, un ouvrage qui servit de fondement à l'algèbre moderne et à la théorie des nombres. La géométrie euclidienne est devenue l'un des systèmes les plus importants dans l'évolution des mathématiques. Il aurait pu s'abstenir, lui. La géométrie, c'est pas forcément ça que je pense. Comment calcule-t-on la circonférence de la Terre? Avec un dromadaire, 2 bâtons et l'ombre générée par le Soleil. C'est ce qu'indique Ératosthène dans son œuvre majeure Géographie, rédigée alors qu'il dirigeait la grande bibliothèque d'Alexandrie. On lui attribue l'invention de la sphère armillaire, vers l'an 250 avant notre ère. Durant l'Antiquité, la sphère armillaire la plus ancienne et la plus complète fut le météoroscopion d'Alexandrie. Il était doté de 9 anneaux, alors que la plupart des autres astrolabes n'en avaient que 3 ou 4. Appelé cricotole du zodiaque par les Grecs, le météoroscopion fut utilisé pour déterminer l'emplacement des corps célestes autour de la Terre. À cette époque, tout astronome digne de ce nom aurait rêvé d'employer cet outil pour mieux comprendre les mouvements célestes. Je trouve qu'il ressemble au retourneur dans Harry Potter. Enfin, ou le retourneur lui ressemble peut-être plutôt. Originaire de Samos, Pythagore était un célèbre philosophe et mathématicien. Il est surtout connu pour le théorème qui porte son nom. Cependant, on a retrouvé des preuves de la découverte de ce théorème à Babylone et en Inde, bien avant l'époque de Pythagore, ce qui fait planer un doute sur son origine. Πότε διδάσκεις σε Ελλάδη? Μήπως πρώην και εχθές? Allez, c'est parti. Bienvenue dans le Muséon d'Alexandrie. C'est pas pour rien. C'est mieux quand même. Le Muséon était un quartier de la ville créé par Ptolémée Ier afin de rivaliser avec Athènes sur le plan intellectuel.
Dédié aux 9 muses, source d'inspiration, le Muséion devint un centre majeur en matière de sciences et de philosophie. Il accueillait de nombreux érudits étrangers pour les inviter à partager leurs connaissances en littérature, en sciences et en géographie. Le Muséion avait été conçu afin que ses jardins et ses bâtiments accueillent la pensée, le débat et l'enseignement. Sa cour principale était entourée d'espaces ouverts et de théâtres. Ces vastes jardins étaient remplis de plantes exotiques, facilitant l'étude et la préparation d'herbes et de remèdes. Un zoo permettait d'étudier la physiologie et le comportement des animaux. Autre attrait majeur, le Muséion disposait de son observatoire astronomique. Médecin de profession, Hérophile a passé la plus grande partie de sa vie à Alexandrie. La permissivité qui y régnait lui permit de pratiquer la dissection sur de nombreux cadavres humains. Au fil de ses nombreuses recherches, il découvrit que le cerveau était le centre du système nerveux. Il a aussi largement cartographié le système sanguin et mis en place une méthode de mesure du pouls à l'aide d'une clepsydre. Mais sa soif de connaissance de l'anatomie humaine l'aurait amené à se livrer à 600 vivisections sur des prisonniers. Ça, c'est moche, par contre. C'est-à-dire qu'il disséquait les gens en vivant. Afin de pouvoir mener librement leurs recherches, les érudits étaient logés et nourris au Muséion par l'État. Cette liberté permit aux érudits d'Alexandrie de se livrer à leurs recherches intellectuelles dans un havre de paix spirituelle. S'il ne reste aucun vestige du Muséion de l'Antiquité, il survit à travers l'héritage qu'il a laissé à nos musées modernes. Ouais, t'as vu, sympa, hein. Gentil, le monsieur. Bienvenue dans le Sérapéion d'Alexandrie. Si Alexandrie comptait de nombreuses splendeurs, le Sérapéion, dédié à Sérapis, était considéré comme son plus beau temple. Situé dans la partie sud-ouest de la ville, sur une éminence appelée l'Acropole, ce sanctuaire fut bâti à l'époque de Ptolémée III, sur des fondations remontant au règne de Ptolémée Ier Soter. Arraché. Les visiteurs du Sérapéion devaient gravir une centaine de marches pour atteindre la cour. Le bâtiment carré, aux toits et aux colonnes ornées d'or et de bronze doré, était entouré de portiques qui abritaient des bibliothèques. Les pharaons se montrèrent généreux envers ce temple, de même que plusieurs empereurs romains après la conquête de l'Égypte. Un temple intérieur abritait la statue de Sérapis, dieu de la guérison. À partir de la 26e dynastie, les Grecs installés en Égypte ont progressivement intégré le culte égyptien d'Apis à leur propre rite. Avec l'instauration de la dynastie ptolémaïque, le culte d'Apis fut encore plus assimilé aux croyances grecques. Durant son règne, Ptolémée Ier décida de fusionner des dieux égyptiens et grecs en une divinité syncrétique appelée Sarapis, un nom mêlant ceux d'Osiris et d'Apis.
Avec cette nouvelle divinité, la dynastie ptolémaïque parvint à lier des ensembles de croyances émanant de deux cultures distinctes pour créer un nouveau culte dynastique. Sarapis fut également associé à d'autres divinités, parmi lesquelles Asclépios ou Esculape, dieu grec de la guérison. Il est possible que, comme dans le cas du temple de Sarapis de Canope, des malades se soient rendus dans ce temple et y aient passé la nuit en espérant repartir guéris. L'île de Pharos. Bienvenue dans les îles de Pharos. L'Heptastade était une voie construite sur une digue qui reliait l'île de Pharos à la ville d'Alexandrie. Son nom provient d'une unité de mesure grecque, le stade, soit environ 180 mètres. Hepta signifiant 7, cette voie mesurait 7 stades. D'accord. Ouais, c'est pas con. Peut-être pas, quoi. Comme sa construction séparait le grand port à l'est, du port de Nostos à l'ouest, il disposait de canaux à chaque extrémité. Ces canaux permettaient de passer d'un port à l'autre. Au-delà de la création de ports distincts pour les activités marchandes et militaires, cette digue servait d'aqueduc pour les habitants de l'île. Elle protégeait également l'île et les ports, des vents et des courants. À la fin de l'Antiquité, l'Heptastade disparut sous la vase et les alluvions, jusqu'à devenir un important dépôt sédimentaire. Il est beau le phare. Ah, le cheval va droit, quoi. Tu peux chanter si tu veux. Tu peux Sandrine. Ah. S'occupe comme on peut puisqu'il faut courir là. Le Sérapéion était le plus célébré de tous les temples de la ville, mais il en existait bien d'autres. La plupart de ces édifices ont disparu au fil des siècles, et il est impossible de savoir combien ont existé. Mais l'étude des papyrus anciens nous offre des détails séduisants sur l'emplacement potentiel de certains de ces bâtiments. Non merci, c'est pas nécessaire. Sinon j'arrête de chanter. Papyrus et pièces de monnaie sont des témoins de l'existence des nombreux temples consacrés aux dieux. Poséidon, dieu de la mer, possédait probablement un édifice érigé en son honneur sur cette île, ainsi que sur le continent. Le temple situé près de vous est dédié à Iset Faria, la divinité protectrice du phare. Il accueillait chaque année, en avril, une fête appelée Sacrum Faria et associée au phare. Dans son incarnation d'Iset Fortuna, la déesse porte un gouvernail et une corne d'abondance, symbole de chance pour les marins. Comptant parmi les 7 merveilles du monde, le phare d'Alexandrie était une source de fierté pour les habitants de la ville. Entamée sous le règne de Ptolémée Ier, sa construction dura 15 ans. Elle fut achevée pendant le règne de son fils.
À son achèvement, le phare fut dédié aux dieux, afin qu'ils veillent sur les navigateurs. Construit sur l'île de Pharos, cette structure en pierre était composée de 3 niveaux, bâtis en degrés. Le deuxième niveau avait la forme d'une tour octogonale, et le dernier était une tour cylindrique surmontée d'une statue. À l'intérieur se trouvaient des salles pour le personnel, ainsi qu'une rampe permettant d'acheminer le combustible au niveau supérieur. Elle est beau. Donc, il y a 4 faces en bas et 8 au milieu, et puis une tour cylindrique. Le phare était essentiel pour manœuvrer au milieu des bancs et des hauts fonds. On raconte que son feu était visible à une 50aine de kilomètres. On ignore quel était le combustible utilisé et quelle en était la consommation. Les autres détails relatifs au phare ont également été perdus. Durant plusieurs siècles, le phare demeura l'un des plus hauts bâtiments érigés par l'homme. Sa hauteur était d'environ 110 mètres, à comparer aux 140 mètres de la pyramide de Khéops. La structure fut abîmée par des tremblements de terre successifs, et en 1480, un fort fut construit sur ses vestiges. Les fouilles archéologiques sous-marines ont permis d'identifier de nombreux blocs provenant de ce bâtiment antique. Bienvenue dans le Panéion. Le Panéion était un temple bâti en l'honneur de Pan, divinité de la nature. Ce dieu grec, souvent dépeint comme mi-homme mi-animal, avec une barbe, des cornes et des sabots de bouc, était considéré comme le protecteur des pâtres et des troupeaux. Il a fabriqué une flûte, la flûte de Pan. La tribu de Pan était l'instrument de musique du même nom, la flûte de Pan. Ces temples, souvent localisés dans des grottes et des régions montagneuses, étaient fréquentés par les bergers. Il est probable que les cultes méditerranéens aient utilisé l'apparence de Pan pour symboliser le diable chrétien. Ah oui, bah oui. Il est super chouette. Malgré la topographie de leur ville, les Alexandrins érigèrent son temple sur une colline artificielle afin d'honorer convenablement ce dieu. Cette éminence avait la forme d'une pomme de pin. On accédait au sommet par un escalier en spirale. De là, on disposait d'une vue panoramique sur la ville. Un dieu des montagnes méritait bien de tels travaux. Bienvenue dans l'hippodrome d'Alexandrie. Le principal hippodrome de la ville était appelé l'Agéion, en l'honneur de Lagos, l'ancêtre des Ptolémées.
Les Alexandrins adoraient les courses de chevaux. Ils étaient fascinés par la rivalité qui animait ces courses. L'agone, en grec ancien, était la sève de la compétition. C'était une lutte pour la gloire. La course de chars la plus prestigieuse était appelée tétripone. Elle utilisait un attelage de 4 chevaux, le plus rapide se trouvant à droite. Les chars parcouraient 12 tours et effectuaient des virages serrés à chaque extrémité de l'hippodrome. Le vainqueur recevait une couronne de rameaux d'olivier et une prime en argent. Mais la plus grande récompense demeurait les éloges des poètes. Callimaque et Pindare en ont fêté plus d'un. Bon bah, la dame, je fais tuer. Hymne qui commandez à la lyre. À quel dieu, à quel héros, à quel homme iront les clameurs de nos louanges? Zeus est le seigneur de Pise. Héraclès a fondé les fêtes olympiques. Et Théron mérite les éloges pour la victoire de son char à 4 chevaux. Théron, le juste et hospitalier, soutien fidèle d'Acragas, digne descendant d'une lignée illustre dont la cité domine, apportant richesse et gloire à leurs talents innés. On a fini ce thème-là. On va aller faire la vie quotidienne. Et ah, ça va être sympa. Ça va être tout ce qui est dieu grec, dieu égyptien. Justement, je me disais, c'est bizarre. On parle vachement des Grecs, des Romains, mais pas trop des Égyptiens, alors qu'à la base, c'est l'Égypte, quoi. Bienvenue dans Osiris, la première momie. Les plus vieilles momies découvertes datent de l'Ancien Empire, mais les égyptologues pensent que l'embaumement est un procédé encore plus ancien. Initialement, le corps était momifié par dessèchement naturel, grâce à la chaleur et à un environnement très sec dû au climat. Les premières expérimentations en matière d'embaumement nécessitaient de la résine extraite d'arbres. Les bandelettes de lin n'étaient appliquées que sur certaines portions des mains ou des mâchoires. Les documents les plus anciens, expliquant les raisons de la conservation des corps, remontent à environ 3600 avant notre ère. Ces papyrus indiquent qu'aux yeux des Égyptiens, le corps était le siège de l'âme. Ce n'est qu'à l'apparition du mythe d'Osiris, vers l'époque de la 5e dynastie, que l'embaumement fut intégralement conceptualisé. Dès lors, cette pratique eut à la fois des justifications idéologiques et mythologiques. Osiris était à la fois le dieu des morts et le dieu de la résurrection. Le mythe le plus connu à son sujet est celui de son démembrement. C'est à Plutarque que nous devons le compte-rendu le plus clair et le plus complet de cette histoire. Dans la mythologie égyptienne, Osiris était le premier roi d'Égypte. Son frère, Seth, jaloux de son pouvoir, chercha à s'emparer du trône. Après quelques tentatives infructueuses, Seth réussit à tuer le roi, le démembra et éparpilla les fragments de son corps dans toute l'Égypte. Isis, la grande magicienne, parcourut le pays entier à la recherche des fragments de son mari. Au fil d'une longue quête, elle les retrouva tous, à l'exception de son membre viril, qu'un poisson avait mangé. Dommage.
Isis reconstitua le corps de son époux en reliant les morceaux à l'aide de bandelettes de lin. Avec l'aide de sa sœur Nephthys, elle-même une puissante magicienne, Isis parvint à insuffler la vie à Osiris. Il fut ramené d'entre les morts et réussit à recouvrer sa virilité assez longtemps pour féconder Isis avant de mourir de nouveau. C'est ainsi que naquit Horus. Le rite de la résurrection d'Osiris décrit également comment il devint la première momie. Ainsi, sur le sarcophage des rois, on trouve souvent des représentations d'Isis et de Nephthys, sous la forme de magiciennes redonnant vie aux défunts. Par contre, je vais devoir faire une petite pause. Pipi pour changer. Et puis après, on fera celle qui est là un peu plus longue. On y va. Hop, à tout de suite. Alors voilà, hop, c'est tout bon, on est parti. Je pense que ce sera le dernier thème pour aujourd'hui, après on se fera un peu de fresh start. Bienvenue dans les momies dans l'Égypte ancienne. Le procédé d'embaumement utilisé par les anciens Égyptiens était de nature rituelle. Les différents types d'embaumement tenaient compte du statut social et de la richesse du défunt. Il arrivait même qu'on embaume les animaux.
Le procédé le plus coûteux était celui réservé aux pharaons et aux membres de la famille royale, ainsi qu'aux notables de la cour. La première étape était celle du nettoyage. Lorsqu'un corps était apporté au site d'embaumement, il était placé sur une table inclinée favorisant l'écoulement des fluides corporels. Il était ensuite nettoyé par des prêtres jusqu'à ce qu'ils le jugent prêt à la procédure de purification. La purification commençait par une libation d'eau sacrée, puis les prêtres procédaient à une fumigation à base de résine de térébinthe. Après ce rite, les prêtres continuaient à purifier la dépouille à l'aide d'huile, d'épices et de diverses essences. Enfin, le corps était méticuleusement épilé. Une fois le corps entièrement purifié, les embaumeurs ôtaient les organes selon des procédures très précises. Tout d'abord, le cerveau était atteint en insérant une cuillère à travers une narine afin de briser l'os ethmoïde. Ensuite, on ôtait petit à petit le cerveau à l'aide d'une spatule. Les restes de matière cervicale étaient extraits à l'aide d'un procédé de liquéfaction utilisant un liquide caustique. Une fois vidée, la boîte crânienne était rincée et désinfectée à l'aide de vin de palme, puis emplie de bandelettes de lin et de résine liquéfiée. Oui, bon appétit, bien sûr. Après s'être occupé du cerveau, les embaumeurs pratiquaient une incision sur le flanc gauche du corps et en extrayaient avec soin les viscères. L'intérieur du corps était également rincé au vin de palme. Puis les embaumeurs remplissaient le ventre de myrrhe pure, de cannelle et d'autres parfums avant de le recoudre. Les viscères ainsi extraits étaient lavés au vin de palme et enveloppés d'herbes broyées avant d'être déposés dans des vases canopes. Après, c'est un rituel. Hein. Les vases canopes étaient placés près du sarcophage ou conservés non loin dans un coffre. Initialement, les viscères étaient enveloppés dans un linge et placés dans les vases. Avec le raffinement des rites, des onguents, des épices et même de l'eau et du natron furent ajoutés au procédé. Vers le milieu du Nouvel Empire, les vases canopes prirent l'apparence des 4 fils d'Horus. Ils étaient considérés comme les protecteurs des viscères. Ces protecteurs disposaient chacun de leur propre gardienne, une déesse des défunts. Amset, le dieu à tête d'homme, veillait sur le foie et il était protégé par la déesse Isis. Hapi, le dieu à tête de babouin, protégeait les poumons et il avait pour protectrice Nephthys. Douamutef, le dieu à tête de chacal, veillait sur l'estomac et il était protégé par la déesse Nélis. Enfin, Kébésénouf, le dieu à tête de faucon, protégeait les intestins et bénéficiait de l'aide de la déesse Serket. Ah, t'as de l'orage. En même temps, on est en vigilant jaune hein, pour orage et cru, je crois. Le natron est une substance minérale naturellement présente dans l'évaporite. Une roche sédimentaire faite de sels minéraux est généralement extraite de lacs asséchés. Les embaumeurs utilisaient le natron comme dessiccatif, afin d'assécher les chairs et d'interrompre la décomposition. Une fois le corps nettoyé et éviscéré, le défunt était recouvert de natron pendant environ 40 jours. Après dessiccation, le corps était préparé en vue d'être enveloppé de bandelettes de lin. C'était assez long quand même. Après le dessèchement par le traitement au natron, les embaumeurs appliquaient onction et peinture et ajoutaient parfois une perruque ou des extensions capillaires. Ils employaient souvent une préparation antiseptique à base de henné afin d'offrir au corps une apparence vivante et pour le préparer à résister aux moisissures et aux champignons. Et voyez tout. Venait ensuite la phase qui procurait aux momies leur apparence la plus connue, l'enveloppement. À l'origine, on enveloppait séparément les parties du corps. Les hommes avaient les bras croisés sur la cage thoracique. Pour les femmes, le bras droit était replié sur la poitrine,
et le bras gauche était étendu le long du corps. Les techniques ont évolué au fil du temps. La dépouille finit par être entièrement enveloppée, les bras le long du corps, et diverses méthodes pour tisser les bandelettes de lin, de plus en plus sophistiquées, furent élaborées. Outre les divers bijoux disposés sur la peau du défunt, des amulettes étaient méticuleusement glissées entre les bandelettes lors de leur tissage. Chaque amulette évoquait un mythe ou une croyance intimement liée à la Renaissance. Les masques constituaient un élément important des parures des momies. Les premiers ornements en bois étaient très coûteux et furent rapidement remplacés par des masques fabriqués à l'aide d'une technique appelée cartonnage. Cette méthode consistait à appliquer plusieurs couches de tissu ou de pulpe de papyrus sur une base en bois ou en paille. Le cartonnage n'était pas seulement utilisé pour les masques funéraires. Durant la basse époque, les ornements et les cercueils pour animaux étaient également fabriqués de cette manière. Au cours de la 22e dynastie, le cartonnage évolua jusqu'à recouvrir tout le corps de la momie. Les momies étaient disposées sur une plaque à l'intérieur d'une enveloppe rigide de cartonnage lacée à l'arrière par une cordelette. Cette technique, très peu coûteuse et fort esthétique, se répandit dans toutes les couches de la société. C'est vrai qu'au bout du compte, elles sont belles. Les enveloppes de cartonnage étaient généralement couvertes d'inscriptions et de décorations polychromes mentionnant les noms et titres du défunt, ainsi que de scènes décrivant la vie quotidienne ou de représentations propres à l'univers funèbre. Elles furent une véritable manne pour les égyptologues, impatients d'étudier les rites funéraires des anciens Égyptiens. Une fois la momie enveloppée et parée, les embaumeurs procédaient à la cérémonie de l'ouverture de la bouche. Étape cruciale de la procédure funéraire, cette cérémonie était destinée à ramener à la vie le défunt ou un objet qui le représentait. Le rite de l'ouverture de la bouche comptait 75 étapes différentes. Il réclamait l'application des mêmes huiles, onguents, épices et parfums utilisés durant l'embaumement. On avait aussi parfois recours à du maquillage. La dernière étape de ce long rituel consistait à appliquer sur la bouche une herminette qui permettait symboliquement au souffle de vie d'entrer dans un corps inerte. Son exécution était réservée à des catégories de personnes très particulières. Des prêtres portant le masque d'Anubis, des parents proches ou l'héritier du trône. Bienvenue dans De l'importance de l'embaumement. Le premier hiéroglyphe faisant référence à un embaumeur remonte à des textes relevés sur une pyramide de l'Ancien Empire. L'embaumement a probablement changé en fonction de l'évolution des pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. Si l'on ignore comment l'embaumement a donné naissance à une profession, il est clair que le métier d'embaumeur était hiérarchisé et que chaque embaumeur se spécialisait dans une phase du procédé. Les techniques de momification étaient jalousement gardées et se transmettaient de génération en génération. Malgré cette règle du secret, Hérodote et Diodore découvrirent ces techniques à la fin de l'Antiquité, mais les historiens restèrent sceptiques quant à la valeur de ces textes. L'embaumement
demeura un mystère jusqu'à ce que 2 équipes de médecine légale valident le procédé en 1994 et en 2011. La Wabet, ou lieu pur, était l'endroit où les embaumeurs officiaient sur le corps des défunts. Jusqu'à la fin du Moyen Empire, ils travaillaient dans des tentes en bordure des villes, en raison de l'odeur de décomposition. Sous le Nouvel Empire, la Wabet fut admise dans les villes. Mais les embaumeurs continuèrent à travailler à ciel ouvert. L'évolution des pratiques et techniques d'embaumement affecta aussi sans doute la manière dont le reste de la société considérait les embaumeurs. Effectivement, les odeurs, ça devait être terrible. Le pharaon recevait les rites d'embaumement les plus élaborés. Les riches égyptiens avaient également accès à des méthodes d'embaumement complexes, mais qui excluaient l'extraction du cerveau et des viscères. Après purification du corps, les embaumeurs injectaient un liquide par le rectum, le bouchaient et laissaient la substance se diffuser. Ils plongeaient ensuite la dépouille dans du natron. L'immersion pouvait durer jusqu'à 40 jours. Après dessiccation, Ah mince. la technique Excusez-moi. d'embaumement la moins coûteuse se contentait d'injecter une substance appelée surmaya et d'immerger le corps dans du natron pendant 40 jours avant de le rendre à la famille. Pour ceux qui ne pouvaient s'offrir un embaumement, l'inhumation dans le désert assurait gratuitement la préservation du corps. Sympa. Le pharaon recevait les rites d'embaumement les plus élaborés. Les riches égyptiens avaient également accès à des méthodes d'embaumement complexes, mais qui excluaient l'extraction du cerveau et des viscères. Après purification du corps, les embaumeurs injectaient un liquide par le rectum, le bouchaient et laissaient la substance se diffuser. Ils plongeaient ensuite la dépouille dans du natron. L'immersion pouvait durer jusqu'à 40 jours. Après dessiccation du corps, le bouchon était ôté et les entrailles étaient évacuées avec le liquide. Il ne restait du défunt que la peau et les os, et le corps était enveloppé de lin et rendu à la famille pour son inhumation. C'est tout ça un processus quand même. Avant même les invasions grecques et romaines, la civilisation égyptienne a toujours fasciné les Occidentaux. Dès le Moyen Âge, des momies découvertes par des voyageurs furent envoyées en Europe. Les collections des cabinets de curiosités des XVIe et XVIIe siècles comprenaient souvent des objets datant de l'époque des pharaons. Ce qu'on pourrait appeler l'égyptomanie doit beaucoup à la campagne d'Égypte de Bonaparte de 1798 à 1802. Les années suivantes furent marquées par un regain d'intérêt de la part de riches amateurs et érudits. À leur tour, ces passionnés firent connaître l'Égypte au reste de leurs contemporains. Cette époque vit apparaître de nombreuses sociétés savantes consacrées à l'égyptologie. Le tourisme de masse fit son apparition en Égypte en 1868 sous l'égide de l'agence Cook. Les riches s'offrirent des voyages d'agrément en Égypte, d'où ils rapportèrent des momies. À leur retour, ils organisaient des soirées durant lesquelles était mis en scène le déballage de momies, dont on notait couche après couche les bandelettes et les amulettes. Moi, perso, Ce pillage de masse contribua grandement à la création des collections égyptiennes de nombreux musées. je pourrais pas faire ce genre de choses. Alors, je sais pas, une momie, c'est un défunt avant tout. Enfin, laissez en paix, quoi. Ces réceptions d'un goût douteux sont à l'origine du fantasme des momies revenant à la vie pour se venger de leurs profanateurs. Le mythe de la malédiction des momies reste vivace dans la culture populaire, en particulier dans les romans et les films. C'est dans Tintin, la momie, elle se réveille, je crois.
Bienvenue dans Amulettes et rites. Les Égyptiens considéraient le monde comme un lieu chaotique empli de forces surnaturelles. Ils pensaient que l'art et les mots donnaient vie et pouvoir aux choses. Les amulettes étaient ornées de hiéroglyphes ou d'images des dieux. C'étaient des objets très personnels chargés de repousser les dangers et les maladies ou de favoriser les succès. Certaines amulettes n'avaient vocation qu'à résoudre un problème, tandis que d'autres étaient éternelles et devaient protéger jusque dans l'au-delà. Lors de cérémonies religieuses, les prêtres insufflaient de l'énergie magique dans les amulettes afin que leur pouvoir protecteur repousse les puissances surnaturelles. Les Égyptiens les plus riches pouvaient se procurer un pendentif de nature divine contenant une formule magique inscrite sur un papyrus. Il s'agissait d'un sort composé sur mesure pour son propriétaire. La religion était très importante pour les anciens Égyptiens. Elle faisait partie de tous les aspects de la vie quotidienne. L'eau, étant source de vie et symbolisant la purification du corps et de l'âme, chaque journée débutait par des ablutions. Les prières personnelles adressées aux dieux pouvaient être écrites ou orales. Les prières familiales étaient transmises de génération en génération. Il existait un calendrier complet de tous les jours religieux, bons et mauvais, illustrant les rites appropriés. En plus du vin, du lait et des onguents, les offrandes aux dieux pouvaient être moins périssables. Amulettes, statues grandeur nature et sanctuaires familiaux. À l'époque gréco-romaine, les offrandes divines étaient composées d'animaux embaumés. Des chats pour Bastet, des chiens pour Anubis et des oiseaux pour Thoth. Messagers supposés des dieux, les oracles proposaient conseils et jugements à tous les Égyptiens, quel que soit leur statut. Les conseils portaient aussi bien sur la gestion quotidienne d'une ferme que sur la décision d'un pharaon de partir en guerre. On recourait souvent aux oracles dans le domaine juridique. Si un accusé rejetait le jugement d'un dieu, il était possible d'en consulter un autre dans l'espoir de recevoir une réponse plus clémente. C'est sur le conseil d'un oracle que le marin grec Bathos a gagné la côte libyenne pour y fonder la colonie de Cyrène. Lors de sa campagne contre la Perse, Alexandre le Grand a consulté l'oracle du temple d'Amon à l'oasis de Siwa, ce qui lui a valu d'être reconnu et vénéré comme un être divin. Tout ça, c'était important pour eux à l'époque.